C'est toujours valable cette définition que vous aviez donnée il y a quelques années maintenant, je crois que c'est en 99 quand vous avez décidé de partir vivre au Canada. À savoir, je ne suis plus un écrivain français, mais un écrivain nord-américain de langue française. Oui, bien sûr, oui. Toujours valable. Oui, c'est toujours valable. Vous revenez avec un livre qui s'appelle Artefact, oui. Sous-titré Machine à écrire 1.0. Oui. 3 romans en réalité, ou 3 nouvelles comme on voudra, qui forment un roman à lui tout seul. Oui. Il faut absolument dépasser le premier stade. La raison pour laquelle Dantec est ici, c'est un peu la même que celle qui me permet d'inviter les frères Poivre d'Arvor. Voilà encore un auteur dont on a dit à une époque qu'il était génial, dont on dit aujourd'hui que bof, peut-être, faut pas lire, en tout cas on lit peu, on lit pas assez Dantec. Croyez-moi, c'est un auteur important, on va en parler dans un instant, pour mieux comprendre. Tentative de portrait, pas facile non plus avec vous. Ah, c'est qui Dantec? Vous voulez dire un autoportrait? Ouais, allez, comme ça. Ben justement, c'est le but de la littérature, c'est non pas s'exprimer sur soi, mais essayer de découvrir le mystère qui est caché en soi-même. Ce qui fait que, à mon avis, dans tout livre, y compris pour son auteur, subsiste une zone d'ombre, sans quoi le livre suivant, à mon sens, n'est pas possible. On tente. Après l'autoportrait, voici le portrait de Maurice Dantec. Il est signé Caroline Alasi. Il serait fou, parano ou bien génial, visionnaire. On a tout dit ou presque sur Maurice G. Dantec et ses multiples visages. Aujourd'hui, il reste encore pour toute une génération le fondateur du cyberpunk, l'auteur de Sirène Rouge ou des Racines du Mal. C'était une bombe d'un coup par rapport à la production littéraire française. On avait vraiment le sentiment d'avoir un écrivain très atypique qui a un très très grand souffle. En 97, il s'installe au Canada et 2 ans plus tard entame le Théâtre des Opérations, une série d'ouvrages de réflexion. Mais en 2004, il écrit plusieurs lettres au bloc identitaire proche de l'extrême droite. Il y évoque la dissolution de l'Occident et l'islamisation de l'Europe. Il est devenu chrétien récemment. Ça, je pense que ça a été quand même, ça l'a marqué. C'est quelque chose d'important. Oui, je dirais que sur l'islam, à mon avis, il a un peu pété un plomb, si je puis me permettre cette expression, dans le sens où il en fait une grille de lecture du monde. Mais alors qui est vraiment Dantec? Un visionnaire, un écrivain fascisant ou un prophète dans un monde déshumanisé? Il a une capacité à décoder ce qui se passe et à donner un scénario d'avenir par rapport à ça qui est très impressionnante. Et c'est vrai que encore une fois, c'est très tentant. Si ça peut secouer un peu les neurones de quelques approbateurs endormis, c'est pas si mal. Même s'il va trop loin, c'est pas très grave d'aller trop loin. Il vaut mieux aller trop loin que rester sur place, non? Bon, en tout cas, voilà un type qui va très très loin dans ce livre, à commencer par la première nouvelle, qui est une nouvelle sur le 11 septembre. Ça s'ouvre sur une scène assez hallucinante, où vous imaginez quelqu'un dont on va dire, comme ça pour les commodités de cette émission, qu'il est un extraterrestre et qui s'échappe de la tour nord du World Trade Center le 11 septembre 2001 avec sur les épaules une petite fille. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Comment est-ce qu'on peut oser, pardonnez-moi, mais comment est-ce qu'on peut déjà, oser mettre un extraterrestre dans un drame si humain? Je vais pas suivre le scénario. D'abord... Il n'y a pas de scénario. Non, je veux dire, je vais pas suivre le scénario même que j'avais prévu pour moi-même. D'accord. C'est-à-dire que, déjà, on va régler tout de suite le problème de l'écrivain fascisant, si vous voulez, parce que dans ce pays, on est devenu fasciste quand on soutient les juifs. C'est quand même un retournement assez étrange, j'allais dire, dans l'histoire, d'ailleurs assez riche en retournement de cette nation. Donc j'irai pas plus loin. Maintenant, les gens qui crient mort aux juifs dans les manifestations altermondialistes feraient bien peut-être de se regarder dans une glace. Une deuxième chose, c'est que je voulais vous remercier. C'est gentil, ça change. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Et peut-être que M. Poivre d'Arvor comprendra ce que je veux dire. C'est que je pense que vous êtes une des toutes dernières véritables émissions littéraires qu'il y a dans ce qu'on appelle le paysage audiovisuel français. Pourquoi? Parce que d'abord, vous vous intéressez aux livres et pas aux auteurs. C'est-à-dire que précisément, vous n'êtes pas dans la pipolisation de la littérature. C'est déjà un premier point très notable. Deuxième point, sur vos plateaux, je ne me retrouve pas confronté à des petits politicards de sous-préfecture qui me donnent des leçons de géopolitique. Je ne me retrouve pas piégé par des animateurs de télévision qui me trompent, voire qui me manipulent ou qui essayent de le faire
comme un certain Hardicon il y a quelques années. Non, attendez, ça c'est pas partie c'est très important. C'est très important. Du temps de paranoïa que vous avez pu développer. Mais pourquoi? Attendez, je vous pose la question parce que vos personnages ça m'est encore arrivé cette rentrée, on m'a promis un certain nombre de choses sur des plateaux et ça ne s'est pas produit comme ça s'est produit, où je me suis retrouvé avec 5 minutes de temps de parole, alors que en vrai, j'avais parlé 15 ou 20 minutes. Et justement, votre émission est en direct, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle ne l'est plus pas. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous dire. Le truc important, c'est que je sais que je vais parler, quelles que soient les erreurs que je vais commettre, ça va pas être tronçonné à la fin, ça va pas être redébité d'une autre manière. Et ça, je suis désolé, ça veut dire qu'on est quand même un petit peu plus proche de la vérité que dans les autres émissions. Et je me permets d'en profiter pour le dire. Je peux aller dans le sens de ce qu'il dit, parce que c'est vrai que moi aussi, je vous rends hommage de faire cette émission en direct, c'est très important. J'ai reçu Maurice Dantec justement pour mon émission. Je ne touche jamais à une seconde, jamais je ne coupe. Pour moi, c'est très important de faire ça dans les conditions du direct, parce que il y a une part de la vérité qui part, qui disparaît, et la vérité d'un être, c'est parfois ses hésitations, c'est parfois ses doutes. Il en a, comme d'autres, il a des affirmations. C'est un grand écrivain, tout le monde le reconnaît. Tout le monde, justement, pas tout le monde. Enfin, en tout cas, que si on lui envoie dans les pattes uniquement 2 ou 3 petits mots, voilà, c'est sûr que... Le monde n'aimait que pour ceux qui restent sourds à cette fréquence. Ça, c'est du Dantec. Je voudrais quand même, parce qu'on va pas faire toute l'émission pour dézinguer celle des autres, que vous répondiez, il n'y aura plus de temps de parole, mais j'aimerais que vous répondiez à ma première question. Ouais. Pourquoi imaginer dans un drame tellement humain qu'est celui du 11 septembre, on a tout écrit dessus, Poivre d'Arvor qui est là le sait, il comprend il a aussi beaucoup écrit et était sur place. On peut oser mettre un extraterrestre qui comme ça va ridiculiser et diaboliser toute l'affaire? Non, précisément parce qu'il sauve l'humanité par son inhumanité. Je crois que la déshumanisation, c'est aussi un processus dans lequel l'inhumain qui est en nous est nié. Bizarrement, ça peut paraître paradoxal, mais je pense que c'est vraiment ça. Et je suis pas, j'allais dire que c'est une intuition qui est venue de certaines lectures, comme j'en parlais en coulisses avec quelqu'un, mais de George Steiner ou de gens qui ont écrit sur le monde des camps. Le moment ultime de la déshumanisation, c'est pas quand l'humain n'est plus humain, c'est quand même son inhumanité est perdue. Et donc c'est un extraterrestre effectivement, ou un schizophrène qui se prend pour qui croit être un extraterrestre. Pourquoi ce ou? Parce que attendez, excusez-moi, non, parce que je voulais, ça c'est génial. On comprend tout à la fin de la dernière page, ça en fait 227, cette première nouvelle, et tout s'exprime dans le dernier paragraphe. Le racontez surtout pas. D'accord, non, je ne le raconterai pas. Mais ce que je voulais dire... Autre question, pourquoi est-ce que les paranoïaques, les fous, les schizophrènes sont les seuls qui semblent trouver grâce à vos yeux dans la communauté des humains? Comme les saints, si vous voulez, il y a les saints et les fous. Le reste, bon, c'est l'humanité, on fait avec, j'allais dire. Mais vous êtes dans quelle catégorie? Ah, moi, je suis ni saint ni fou, je fais partie de l'humanité. Je suis un exemplaire tout à fait, à mon avis, presque même anonyme à ce niveau-là. Je pense que même l'écrivain, comme disait Georges Trakl, doit être parfaitement impersonnel. Et si vous permettez, il s'est passé quelque chose, et moi ce que j'aime bien dans un plateau de télé, c'est quand il y a quelque chose qui n'est pas prévu. C'est que, bon, je connais pas les livres de messieurs Poivre d'Arvor. Vous avez tort. Non, mais je sais, j'ai plein de torts. Pas tout lire. Mais comment vous dire, à un moment donné, ils ont parlé de ce problème de l'identité. Et il se trouve que ce livre, s'il y a quelque chose qui a été pivotal, c'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est un livre qui est basé sur la tension, un travail sur la tension entre l'identité et l'altérité. Qu'est-ce que c'est être soi? Qu'est-ce que c'est être un autre? Qu'est-ce qu'il y a comme autre en soi? Et surtout, qu'est-ce qu'il y a comme de nous-mêmes dans le monde, ce qui veut dire qu'est-ce qu'il y a aussi du monde dans nous-mêmes, et ça a été constamment travaillé, c'est cette matière-là que j'ai voulu travailler, ce qui fait qu'on en arrive à un récit à un moment donné, je sais, le second, qui est un récit très cérébral, précisément parce que j'arrive précisément au nœud du problème. Est-ce que vous êtes conscient, je vous avais déjà posé la question une première fois, je me souviens de votre réponse, vous disiez je fais de l'alpinisme et il faut que le lecteur explore la face nord de l'Everest. Êtes-vous conscient quand même, attendez, vous aimez pas les scénarios prévus? Ok, je vais vous dire un truc, la vérité, c'est vachement bien votre livre, mais la deuxième nouvelle, c'est une daube. C'est vrai. Mais non, on comprend rien. C'est un jargon techno-scientifique, ça fait 60 pages, c'est ni fait ni à faire, et on ne comprend pas ce qui s'est passé dans la tête de Dantec, le lecteur est paumé. Moi je lui conseille au lecteur de sauter sur la troisième nouvelle, ce que vous voulez. Qui est absolument sublime, ça s'appelle Le Monde de ce prince, et en réalité c'est le diable. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de Dantec quand tout à coup, alors qu'il est capable de nous livrer des formidables nouvelles de science-fiction, il se lance dans des espèces
d'explication du monde dans un jargon scientifique. Non, il n'y a pas de jargon scientifique, donnez-moi la preuve, mais en même temps, je veux dire, toute la littérature de science-fiction est basée sur le fait qu'on ne doit pas laisser le langage de la science aux scientifiques. J'allais dire, pour reprendre Clémenceau, on ne laisse pas la guerre aux militaires. Vous faites de la science-fiction? Bien sûr. Vous revendiquez ça comme de la science-fiction? Entre autres. Mais parce que je suis arrivé à une époque, si vous voulez, où la science-fiction peut se mêler à tous les sous-genres, entre guillemets, qui ont été créés au XXe siècle. De la même manière que le terrorisme est une synthèse du XXe siècle, j'allais dire que ma littérature essaye d'être une synthèse de ce qu'a produit le XXe siècle. Alors oui, vous, ce que vous dites sur le deuxième roman, vous avez tout à fait le droit de l'exprimer. Non, vous n'êtes pas le seul. Moi, j'ai reçu des compliments où des gens, je le dis en toute humilité si c'est possible, ont comparé ça à des nouvelles de Borges. Alors, bon, si on en est au stade où je suis obligé de défendre, on va dire, une certaine intellectualité de la narration, je sens qu'effectivement, je vais m'exposer à des problèmes dans l'avenir, c'est certain. Mais bon, je les assumerai. Alors, dans le monde de ce prince, qui est donc la troisième fiction qui compose ce triptyque, je ne vais pas dire cette trinité, ça va vous lancer tout de suite sur autre chose. Non, vous inquiétez pas, je vais me retenir. Tout de suite. Vous décrivez un tueur de tueurs, c'est-à-dire un psychopathe qui rend la justice, mais au nom du diable, et qui raconte, qui prétend être le frère du diable. Oui. Il y a un passage notamment, qui est un passage assez comique, où un journaliste de télévision est enterré vivant par ce tueur. Qui est ce journaliste de télévision? Ces personnes, moi je... Est-il présent sur ce plateau? Non, pas du tout. A-t-il été cité au début de cette interview? Non, moi je m'intéresse pas, si vous voulez, comment dire, à ce type de choses. J'ai collationné, on va dire, un certain nombre de faits divers, et je me suis intéressé à la figure de celui que j'appelle l'innocent coupable. C'est-à-dire cette espèce de typologie qui est apparue, je pense aussi au XXe siècle, de gens qui commettent des meurtres en toute, j'allais dire en toute bonne foi, en toute bonne conscience, et qui trouvent même le moyen, parfois judiciaire, de s'en tirer, j'allais dire, avec un petit coup de bâton sur les mains. Et il se trouve que cet homme ne rend pas la justice. Attention, il exerce la plus terrible des vengeances, et ce n'est pas la même chose. Et il le dit lui-même, il n'est pas un justicier du tout. Il est là pour exercer quelque chose de terrible, puisque quelque part, il va commettre plus d'injustice encore qu'il n'en a lui-même subi ou que le monde en subit. Et il va proposer au monde un grand jeu, une grande starac, où chacun sera à la fois bourreau et victime. Il pourra choisir. Tu préfères être bourreau ou tu préfères être victime? Tu préfères être responsable de la mort de 100 000 personnes ou tu es capable de te sacrifier à la place de ces 100 000 personnes? Et voilà où j'ai voulu aller. C'est montrer aussi, à ce titre-là, quel est le visage de l'humain. Parce que après les racines du mal, dont parlait votre reportage, j'étais confronté simplement au fait que si je voulais réellement, dans ce roman trinitaire, parvenir à inverser la Trinité dans son régime démonique, je ne pouvais pas me déballonner. J'avais pas le droit. C'est-à-dire que si on va vers le mal absolu, vous traversez la membrane. Et la seule autorisation que j'ai demandée, j'allais dire, c'est au seul être qui est capable de me la donner. C'est qui? À votre avis? Non. Quand on fait un roman sur le diable... Non, attendez, c'est qui? C'est Jésus-Christ. C'est le Christ. C'est-à-dire Dieu incarné en nous, enfin, si possible. Est-ce que quand vous racontez cette histoire, donc d'un justicier qui se dit être le frère d'un vengeur, qui se dit être le frère du diable, qui est un écrivain français exilé au Canada. Je me suis amusé là. Oui, vous vous amusez. Alors moi je m'amuse un petit peu moins, mais le lecteur non plus, le lecteur aussi. Est-ce que vous vous dites, moi, Dantec, si je n'avais pas cette soupape qu'est l'écriture, je pourrais vraiment devenir un type comme ça? C'est une question que je me suis parfois posée, mais je pense même pas que j'aurais le cran. De tuer? Ouais. La violence verbale dont vous êtes capable dans le théâtre des opérations, dans vos... Non mais vraiment... Que je trouve très relatif par rapport à certains écrits, par rapport à certains écrits qui ne sont pas accusés de fascisants. Mais quand je les lis, je me dis, tiens, on dirait le Die Stürmer des années 30, mais bon, peu importe. Non, excusez-moi de vous avoir coupé. Ouais. C'est peut-être le livre dans lequel vous avez, vous, le plus fendu l'armure, je trouve. C'est-à-dire raconter... oui, il y a aussi une présence de l'enfance. Ouais. Le père. Oui, on n'avait jamais lu ça dans du Dantec en 15 ans. Hein. Oui, absolument, parce que... Dantec sentimental? Non, pas sentimental, parce que le sentimentalisme est précisément l'ennemi de l'émotion. Mais effectivement, dans le registre de l'émotion, oui. Si possible. Parce que, effectivement,
de la déshumanisation. Il y a que de la déshumanisation, je suis fait comme ça, que j'arrive à faire percer, j'allais dire, un rayon de lumière. C'est par l'effondrement vertical des tours que je me dis, tiens, quel type de miracle pourrait surgir de cet événement cataclysmique? Et le miracle, ben, c'est un enfant. Ça s'appelle Artefact, machine à écrire, c'est aux éditions Albin Michel. Il faut lire Dantec, comme ça évitera que dans 20 ans on nous fasse le même coup qu'avec Philippe Cadic, qu'on ne lisait pas à l'époque, qu'on relit aujourd'hui. Dantec. Une page de pub, parce qu'il y a de la pub dans cette émission, donc en direct, et on se retrouve juste après avec Jeb Rubenfeld.